Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Salut tout le monde, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode solo. Et donc pour l'occasion, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Et c'est toujours hyper pertinent, j'adore. Merci beaucoup parce que vraiment à chaque fois vous me surprenez, vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pensé. Et donc je suis contente de pouvoir y répondre. Si c'est pas déjà le cas, suivez-nous sur Instagram. On a un peu plus de 200 000 sur ce compte parce que c'est là où on se retrouve, où il y a la communauté. Sinon, continuez de nous écouter sur le podcast, évidemment, et de partager les épisodes. Alors, je vais commencer parce que je trouvais que cette question, elle était hyper intéressante et vous m'avez d'entrée posé une question même plus qu'intéressante, mais assez clivante, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé. La première question, c'est Elena qui me dit « Tu n'as jamais eu de doute sur l'éducation positive ?» Point d'interrogation. Alors, c'est une très bonne question. Je peux le dire et le redire. Non, j'ai jamais eu de doute pour une raison hyper simple. C'est que quand j'allais très très mal, il y a 3 ans, donc j'ai été diagnostiquée en dépression sévère il y a 3 ans et demi, en janvier 2023. Autant vous dire que j'étais pas du tout la mère que je voulais. J'avais 3 enfants qui avaient entre 8 mois, 2 ans et quelques et 5 ans et quelques. J'étais seule. J'étais mère célibataire et donc là, c'était la catastrophe, on va dire, dans ma vie. Et j'étais pas du tout une mère adaptée et une bonne mère. Et donc, je suis plutôt passée du côté des mères qui hurlent beaucoup, qui crient, qui sont dépassées, qui prennent aucun plaisir à être avec leurs enfants. Et je ne blâme personne si c'est votre cas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous avez des conditions de vie qui ne sont pas réunies pour que vous puissiez répondre aux besoins de vos enfants correctement. Mais en fait, cette période-là de ma vie m'a montré que quand on est un parent comme ça, donc très dur, je punissais pas parce que c'est pas du tout mon truc, mais je vrillais en fait et tout m'était insupportable, je dormais pas du tout. Mes filles avaient des besoins très intenses au vu de la situation et moi j'étais pas capable d'y répondre. Et comme je disais, je prenais aucun plaisir, elles se sont éteintes au fur et à mesure, mes filles. C'est-à-dire qu'il y avait plus de joie à la maison, tout était contrainte, tout était non, tout était difficulté pour elles, c'est-à-dire que je j'étais pas dans l'accompagnement, j'accueillais pas leurs émotions. Alors si, je pense que je suis dure avec moi-même. Je pense que je le faisais, mais pas dans les capacités dans lesquelles je suis capable de le faire aujourd'hui, par exemple, maintenant que je dors. Et je les ai vus, en fait. Je les ai vus faire plus de crises, je les ai vus s'éteindre, je les ai vus être terrifiés par moi. Je les ai vus être perturbés aussi par ce que je pouvais renvoyer dans ma parentalité. Et en fait, j'avais vraiment cette conviction au fond de moi de me dire, je sais que c'est pas ça que je veux comme éducation pour mes enfants. Je sais que je vais réussir à faire mieux. Et quand j'ai recommencé à reprendre pied, déjà parce que je me suis fait aider par des médicaments, parce que j'allais en thérapie, parce que aussi je n'ai plus quasi à 100% leur charge avec mon mari avant qu'on se remette ensemble. On a fait de la garde partagée que je n'avais pas à ce moment-là. Donc j'ai retrouvé du plaisir et j'ai retrouvé ma façon à moi de faire ma parentalité qui est positive, bienveillante, respectueuse, peu importe comment on l'interprète. Mais pour moi, c'est surtout d'être à l'écoute des enfants, de les respecter. Pour moi, c'est s'excuser en fait. Et alors je m'excusais quand je pétais les plombs, mais j'allais trop loin en fait, sincèrement, dans ma façon d'être avec mes enfants. Mais j'avais pas d'autre choix et j'étais dépassée.
Et pour moi, c'est ça la parentalité que je prône ici. C'est-à-dire que c'est pas moi qui dis c'est comme ça qu'il faut faire. C'est tous les gens que j'ai interviewés, les études qui sortent, ce qu'on sait qui est bon pour le développement de l'enfant. Et après, on en fait ce qu'on peut avec les clés qu'on a et les capacités qu'on a. Vraiment, j'avais même interviewé une super sociologue qui parle de ça, de dire à un moment... qui n'est même pas que sociologue, elle est aussi scientifique, journaliste. Son nom m'échappe, mais... je l'adore en plus. Pardon. Mais qui disait, oui, l'éducation bienveillante, mais pour qui ? Et elle a raison. Dans une société qui est maltraitante envers les parents, c'est difficile de tenir le coup avec cette éducation parce qu'on n'est pas entouré comme il faut, parce qu'on doit déconstruire énormément de choses de notre côté, alors qu'en fait, on devrait être soutenu, ça devrait être la norme, comme c'est le cas dans d'autres sociétés, comme notamment la Suède, dont on parle beaucoup, mais nous, on est en train d'être une génération qui faisons des changements individuels et c'est pas si simple parce qu'on se heurte peut-être à nos parents, peut-être à notre entourage, peut-être à la société tout court, encore plus en France un petit peu plus vers la société No Kids. Et en même temps que je vous parle, j'essaie de chercher le nom. Je vais aller prendre mon téléphone, c'est pas bien, mais d'habitude quand j'enregistre un solo, je ne prends pas mon téléphone. Je vais aller sur mon site et je vais taper dans la barre de recherche que vous pouvez tous faire sur www.lamatrescence.fr. Je vais aller taper... Je vais taper bienveillante, le mot clé, et on va voir ce qui ressort. Je sais que je vais la trouver. C'est juste pour vous donner le numéro de l'épisode si ça vous intéresse. Évidemment, je capte pas. Je suis dans le studio. Aujourd'hui, il y a des soucis. Alors, est-ce qu'elle est par là ? Je vais la trouver, je sais. Mais oui, voilà, je l'ai trouvée. Béatrice Caméraire, évidemment, c'est l'épisode 199. Peut-on critiquer l'éducation positive tout en la soutenant ? Elle est journaliste scientifique. Il est super, cet épisode. Et elle a tout à fait raison de dire ce qu'elle disait par rapport à l'environnement qui nous entoure. On a tous envie de bien faire. Mais donc, pour répondre à cette question, oui, je suis toujours... pas à fond, mais je suis toujours convaincue par le fait qu'on veut donner le meilleur à nos enfants et que ça passe par une éducation qui est respectueuse des enfants et des parents. Mais est-ce que j'ai déjà eu des doutes ? Non. Parce que quand je suis sortie de cette période, ça a encore plus renforcé mon envie d'être à l'écoute des enfants et de voir à quel point ça leur apportait du bonheur et du bien-être. Parce que j'ai vu le avant-après, quand j'ai commencé à me calmer et être plus à l'écoute, comment ça les a rassurés. Et je tiens à le dire, cette période-là, elle a mis beaucoup de temps à arriver parce qu'il a fallu que je me reconstruise après un traumatisme et c'était pas du tout évident. Alors, cette question-là, vous me l'avez posée 2 fois, de 2 personnes différentes, sur un panel de plusieurs milliers de personnes, donc c'est une question qui doit revenir et qui trotte, et je trouve très intéressante. Deuxième question, alors, elle était où ? Oui, c'est Doula Zagreb, et l'autre personne qui me l'a posée, je vous cite parce que j'aime bien quand même, elle est... Pourquoi je ne l'ai pas retrouvée ? Voilà, pardon. Et l'Oasis de Julie. Voilà, c'est les 2 personnes qui m'ont posé cette question. Qui dit « Comment fais-tu pour préparer tes filles au patriarcat, l'hypersexualisation des filles notamment ?» Hyper bonne question. Est-ce qu'on peut vraiment les préparer à ça ? Je crois pas. Dans le sens où elles vont faire leurs propres expériences, vu que j'ai 3 filles, dans le monde réel dans lequel on vit. En revanche, il y a plein de choses quand même qu'on peut mettre en place au quotidien, c'est le consentement. J'ai plein d'épisodes sur cette thématique-là, leur apprendre le consentement, leur corps, c'est à elles, c'est le leur. Personne ne peut y toucher, leur intimité leur appartient. Vous et moi, si vous faites ça, vous le savez que c'est compliqué quand on doit leur donner des médicaments ou les laver parce que ça fait 2 jours et qu'elles te disent « Oui, mais c'est mon corps, tu ne me touches pas ». Alors oui, certes, tu as raison, tu as bien retenu la leçon, mais il y a des moments quand même pour ta santé, il va falloir qu'on trouve des compromis. Mais pour moi, c'est la base quand même par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que je trouve, dans notre société aujourd'hui quand même, il y a moins de dessins animés qui hypersexualisent les corps des petites filles. Je trouve que les Disney sont beaucoup mieux, sont beaucoup plus dans l'empouvoirment des filles, dans leur capacité à dire aux filles, vous êtes capables, vous êtes fortes, vous avez des atouts qui ne sont pas juste votre corps et votre chevelure. Il y a plus de représentations aussi qui sont diverses, qui ne ressemblent pas à qui je suis, par exemple, blonde et la peau claire et les yeux clairs.
Donc ça, c'est important parce que, par exemple, j'ai des filles qui ne sont pas blondes, qui n'ont pas toute la peau claire. Il y en a une qui est très mate. Ils n'ont pas toutes les yeux clairs non plus. Ensuite, par rapport à l'hypersexualisation, nous, on parle jamais de nos corps de cette manière-là. Déjà, nos filles grandissent pas dans un climat incestuel, c'est-à-dire aussi parler de sexualité devant elles, leur faire des remarques sur leur corps. On passe pas notre temps à leur dire qu'elles sont jolies et qu'elles sont bien habillées, même si on le fait. Et parfois, je m'attrape en me disant « Vas-y, arrête, parle d'autre chose, parle de leur courage, de leurs autres caractéristiques. » Mais il y a aussi ce truc où moi, je ne leur parle jamais de mon corps de manière négative. Je leur parle toujours de mon corps qui est fort, qui a créé la vie. On rigole de mes bourrelets. On dit, même si elle me tacle des fois, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Une de mes filles m'a dit un truc, je l'ai pas noté, mais c'était très drôle, sur les bourrelets que j'avais. Et je dis, mais attends, c'est trop bien, en dessous, t'étais là pour... je t'ai fait grandir dans mon ventre. Donc en fait, plus parler des atouts spécifiques de nos corps qui sont là pour créer des choses extraordinaires, de la force qu'elles ont. Je pense aussi que le rôle de mon mari est très fort, c'est-à-dire que jamais il ne va faire de remarques d'hypersexualisation sur leur corps, vraiment. Et je sais qu'il y a des pères qui le font, donc ça, c'est un paramètre qui est important. L'autre chose, par contre, c'est que mes filles portent des crop tops. Mes filles peuvent avoir des maillots de bain 2 pièces, même si elles sont plus jeunes. Mes filles mettent des habits qui pourraient être hyper sexualisés et qui le sont dans nos sociétés, mais nous, on porte jamais ce regard-là sur elles. On leur fait jamais de remarques de cette manière-là. Je fais attention à l'environnement aussi, si quelqu'un le fait, ce qui n'est pas le cas dans nos familles. Donc moi, surtout, ce que je leur dis, c'est qu'il faut que vos habits soient agréables à porter et qu'ils ne vous empêchent pas de bouger. C'est surtout ça le plus important. Donc on conseille souvent de mettre plus que des jupes, des shorts, de faire attention à ça. Mais sincèrement, c'est une très bonne question. C'est pour ça que j'avais envie de la reprendre. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est même hyper dur. Comment on fait en sorte que nos filles ne soient pas hypersexualisées dans une société qui va les hypersexualiser? C'est compliqué. Et en même temps, je vous parlais des dessins animés. Bon, mes filles, elles adorent Barbie, et même s'ils ont fait des progrès. C'est quand même assez genré et un peu hypersexualisé. Mais qu'est-ce que nous, on en fait? Les histoires qu'on lit, comment on en parle aussi à la maison, c'est important. Et moi, j'ai été hypersexualisée. On m'a jamais autant regardée que quand j'avais 15 ans. Ni fait de remarques, surtout par des hommes qui avaient au moins la trentaine. Ce qui me choque maintenant, mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Donc ça fera partie de leur vie. Et est-ce que ça m'inquiète? Je sais pas. Au-delà de l'hypersexualisation, ce qui m'inquiète, c'est les agressions sexuelles qu'elles pourront subir. Ça, c'est sûr. Après, le reste, on fait attention pour les outiller. Et puis, on maîtrise pas l'environnement dans lequel elles vont évoluer quand elles vont grandir. Donc ça c'est à nous juste de leur donner, ce que je disais, des outils, des armes, et de leur avoir appris que leur corps, c'est le leur. Et qu'il n'y a pas de honte à avoir de son corps, d'ailleurs. Et que c'est pas parce qu'elle porte un crop top qu'il y ait quoi que ce soit de problématique avec. Il va falloir que la société change de regard là-dessus. Mais on n'y est pas encore. Troisième question. Comment on diagnostique de TDAH, donc c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc maintenant, on dit qu'il y a en fait, quoi qu'il arrive, une hyperactivité et une impulsivité, parce que si elle n'est pas physique, l'hyperactivité, elle est psychique, elle est dans la tête, ce qui est grave mon cas. Je suis aussi assez hyperactive physiquement, mais quand même. Donc, comment ton diagnostic TDAH a résonné auprès de tes proches, l'empathie, l'introspection? C'est une très bonne question. Je pense que c'était beaucoup plus important pour moi d'avoir ce diagnostic que pour mon entourage, encore que pour mon mari, même s'il a encore du mal à comprendre. Moi, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai eu ce diagnostic parce que enfin, ça expliquait des choses, des comportements que j'avais. Ça m'a soulagée, en fait, vraiment. Est-ce que ça a eu un impact sur mon entourage? Je sais pas. Ma sœur, je pense que ça lui a fait juste se dire « Ouais, bon, ok, je comprends pourquoi tu réponds toujours 3 plombes après, pourquoi tu ranges rien, pourquoi t'es bordélique au possible, pourquoi c'est un peu... ça part dans tous les sens. » Ma sœur, elle planifie tout en avance. Rien que là, je peux vous donner un exemple. On devait planifier un week-end pour dans un mois. J'ai mis 3 jours à lui répondre parce qu'il fallait que je m'organise. Enfin bref, plein de trucs. Elle avait déjà pris le contre-pied. Elle m'a dit, laisse tomber, tu m'as pas répondu. Donc j'ai fait autre chose. Pardon, Eva. Donc voilà, pour mon entourage, ça peut peut-être dire, leur faire dire des fois, ok, bon, peut-être qu'elle fait pas exprès, il y a ça, ça, ça.
moi, ça a été important parce que ça me donne une autre lecture aussi peut-être de mes parents, puisque c'est aussi en majorité héréditaire, donc j'arrive un peu à me dire: «Est-ce qu'il y a pas un de mes 2 parents qui l'a, voire les 2?» Pour être honnête, mon père, il s'en fout complètement, ça ne l'intéresse pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Ma mère, elle a essayé de creuser le sujet, de s'y intéresser. Après, sur mes copines, ça a été marrant parce que c'est plus d'autres qui se sont dit: «Est-ce que moi je le serais pas aussi?» Est-ce que ça leur fait réfléchir en fait, à elles-mêmes, à leur comportement, aux symptômes, à ce que ça peut avoir. Mais, oui, c'est ça, ta question, c'est Audrey qui me pose ça, Audrey Niova. Ta question, c'est: «Est-ce que ça a résonné auprès de mes proches?» Oui, quand même, forcément. Je pense que ça fait son chemin. Maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Il y a eu forcément un moment où ça a dû faire effet miroir de se dire: «Est-ce que moi j'ai ça ou pas?» Donc très bonne question. Ensuite, j'en suis à la 4e question. Heu, Comment tu as réussi à obtenir une remise en question de ton mari? Très bonne question encore une fois. C'est pas du tout simple. Est-ce que c'est moi qui ai réussi? Je pense en partie, mais on peut pas du tout faire pour l'autre, donc non, c'est en grande partie lui. Est-ce qu'il y a eu remise en question? Oui, forcément, mais il y a une remise en question mutuelle. On s'est séparés, il y a bientôt 4 ans, de manière assez violente, pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent, nous appartiennent pour le contexte. Et donc forcément, quand on a décidé de se remettre ensemble plusieurs mois après autant de choses qui se sont si mal passées, autant de violence quelque part, parce que c'est violent une rupture, bah, il fallait qu'on se remette en question mutuellement. Et dans une séparation, tu as 2 choix. Soit tu renforces cette idée que le problème c'est l'autre, et donc finalement tu restes dans ta colère, dans ta rancœur, et tu rates une opportunité de regarder en face ce qui fonctionnait pas. Ou alors tu as un autre choix, c'est de te dire: «Bon, bah, qu'est-ce que je pourrais travailler sur moi? Qu'est-ce que ça vient chercher? Pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi il y a autant de souffrance?» Et donc de faire ce travail, de regarder, bah, ce qui se passe, où tu en es dans ta vie. Et c'est ce que moi j'ai fait comme choix. Alors pas au début, hein, je vous le dis direct, c'est normal. Mais donc j'ai fait ce choix-là de travailler sur moi. Et au final, quand on travaille soi-même sur soi, sans le vouloir, on embarque les autres avec nous. Parce qu'on bouge, donc on fait bouger les autres, donc on apporte des nouvelles, connaissances, des nouvelles façons d'agir ou d'interagir avec les autres aussi. Et quand on a commencé à envisager de se remettre ensemble, bah, forcément est venue la question de: «Faut pas que ça revienne comme avant». Et ça a pris énormément de temps. Et donc la seule, prérogative, c'était: «Il faut qu'on aille en thérapie ensemble». Heu et donc c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs, années. On le fait plus, à mon grand regret. J'aimerais qu'on le refasse, pour être honnête, même maintenant que ça va mieux et bien. Je pense qu'on a toujours besoin d'être accompagné. Ça fait du bien d'avoir un espace neutre où on peut partager, puis travailler sur des choses qu'on n'avait pas vues, parce qu'une tierce personne, elle voit des choses qu'on n'anticipe pas, qu'on n'arrive pas à lire. Et donc je dirais pas que j'ai réussi à obtenir une remise en question, parce que c'était pas, un dû, c'est un travail mutuel. Même si je dis ça, je pense qu'il y a eu des moments où j'ai voulu que ce soit un dû, et dans ces cas-là, ça bloque. Parce que je vous le rappelle, nous, on est dans une, dynamique distant-évitant. Distant-évitant avec anxieux. Moi, je suis, anxieux, et lui, il est évitant dans l'attachement. Et bah, forcément, ça fait des étincelles, et c'est un cercle vicieux qui se répète, en permanence dès qu'on est, vulnérable et qu'on est sensible. Et nous, ça s'active dès qu'on dort très mal. Et ça fait plusieurs mois qu'on dort très bien, mais par exemple, là, il y a eu 2-3 pardon, nuits où on a mal dormi, bah, bim! Direct, moi, je suis activée parce que lui, il est plus distant, parce que lui, il est plus fatigué, donc il est plus irritable. Et je me dis: «On a passé des années comme ça, et où on était extrêmement, activés en permanence», et c'était juste dû au fait qu'on dormait très, très mal. Et maintenant qu'on dort bien, tout est plus simple. Vraiment, tout est plus simple, et notre relation est 100 fois plus apaisée. Et donc je dirais que pour faire en sorte que l'autre change, faut changer soi-même. Et quand on change soi-même, on fait face à 2 choix. Soit on accepte l'autre comme il est, soit on part. Et il y a que nous qui pouvons faire ce choix-là. Et malheureusement, dans la société patriarcale dans laquelle on évolue, les hommes ont beaucoup plus de mal à évoluer, à changer, à aller en thérapie. Il y a beaucoup plus de honte qui, entoure la vulnérabilité et le fait de se remettre en question. Donc c'est très difficile, très difficile. Et je blâme personne, hein. Il y a aucune solution qui est bonne, aucune attitude, je veux dire, de la part de nous les femmes, qui est,
honorable ou pas, en fait, on fait avec ce qu'on a à l'instant présent. Mais je dirais, travailler sur soi, c'est la base, c'est la clé. Et après, il y a plein de choses qui viendront, positives ou pas, mais au moins, ce sera votre choix. Ce sera, la prise de pouvoir, elle viendra de vous. 5e question, ouais, donc ça revient un peu au même, c'est Dibi qui me dit: C'est rare les couples qui se séparent et arrivent à redémarrer ensemble, bravo». Et pour être honnête, il y a pas longtemps, j'ai demandé à mon mari: «Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un épisode tous les 2 ?» Ça doit faire, 5 ans qu'on l'a pas fait. Juste pour parler, de ce qu'on a pu mettre en place et comment la théorie de l'attachement, elle a changé notre vie et comment on a réussi à se sécuriser. Je mets des gros guillemets parce qu'il y a des fois, on n'est pas du tout sécure. Mais maintenant, la plupart du temps, on y arrive. Ça a pris des années, je tiens à le dire, pour se remettre ensemble après que ça se passe bien. Ça a du coup demandé quand même des sacrifices de ma part, d'accepter que ça s'est remis et c'était pas génial au début. Ça a été dur. Donc je sais quand on me dit bravo, je pense que les gens se disent que waouh, c'est génial, c'est facile. Non, ça ne l'est pas. Je tiens à le dire, vraiment. Je remercie quand même mon mari parce qu'il a beaucoup évolué, beaucoup écouté, pas aussi vite que moi, et c'est souvent ce qui est un peu difficile entre lui et moi, c'est que mine de rien, j'ai un QI qui est élevé et je vais très vite. Je capte très vite, j'avance très vite, et en plus, avec, je pense que le TDAH majeure ça parce qu'on a de l'hyperfocus. Donc moi, quand je suis intéressée par un sujet, je ne fais que ça. Donc je ponce le sujet, je connais très très bien le sujet de la théorie de l'attachement, comment on se déclenche, pourquoi, comment, les mécanismes, tout ça. Ça n'empêche que je galère, et pourtant je connais vraiment bien le spectre. Et lui, non, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Donc des fois, ça m'agace énormément qu'il aille pas aussi vite que moi, mais j'ai appris à me calmer, parce que c'est pas si simple pour la personne en face, je sais. Et puis après, c'est aussi qu'est-ce que je voulais. Et moi, je veux qu'on soit une famille, je veux qu'on soit ensemble, je l'aime, et il n'y avait pas de question là-dessus. Donc, mon but, c'était qu'on soit ensemble de manière sereine, et c'est le cas vraiment depuis plusieurs mois maintenant. Et quand je dis que ça a pris des années, c'est vrai. Il a fallu accepter que pendant des années, c'était pas ouf. Et ça, c'est dur, et je pense qu'en plus, avec les réseaux sociaux, c'est pas ça qu'on montre. Peut-être moi aussi la première, et j'en suis désolée, même si j'essaye de le dire que c'est pas si simple. Mais là, ça fait des mois que c'est génial. Et franchement, ça a été un mal pour un bien qu'on se sépare. Même si ça fait beaucoup de mal, et je regretterai toujours que ça ait fait autant de mal à mes enfants, à nos enfants, mais pour nous deux, c'était un mal pour un bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop cool. Autre question qui n'a rien à voir. Un Dibi qui me dit: tes employés travaillent 4 jours par semaine ou 35 heures sur 4 jours. Est-ce qu'elles sont payées à temps complet? Alors franchement, je vais être très honnête avec vous, on travaille 4 jours par semaine, parfois on travaille 5. Est-ce qu'on travaille 35 heures par semaine? Je sais pas. Je suis pas sûre, je pense moins. En fait, le vendredi, c'est notre variable d'ajustement. Il y en a qui vont vouloir travailler le vendredi, il y en a qui travaillent pas le vendredi. Moi, souvent, je travaille le matin parce que c'est tranquille et je fais mes trucs le vendredi après-midi. Est-ce que mes employés sont payés à temps complet? Oui. Alors après, j'ai 3 salariés et 2 freelances. Donc les 3 salariés sont payés à temps complet. Vraiment, il n'y a pas de différence. Tu veux travailler 4 jours, tu es payé à 100%. Tu veux travailler 5 jours, tu es payé à 100%. C'est en fonction de la charge de travail. Mais si tu as envie de partir en week-end, 3 jours, tu pars. Si tu as tous tes rendez-vous médicaux le vendredi, tous tes rendez-vous médicaux le vendredi, il n'y a aucun souci. Je le dis souvent, on ne fait pas un travail où il y a mort d'homme. S'il y a des ratés, il y a des ratés. C'est pas agréable, mais c'est comme ça. Il y a eu des moments où on a travaillé un peu plus, c'est vrai, notamment quand on a lancé la formation, parce qu'on avait du retard sur plein de choses, on a mis en place ce qu'il fallait. Mais c'est juste quand on a enregistré la formation, on finissait tard. Mais on ne travaillait pas forcément le vendredi. En fait, c'était important pour moi de mettre cette règle pour une raison très simple. C'est que moi-même, je n'étais pas capable de travailler 5 jours par semaine. Alors, j'allais pas exiger des gens qui travaillaient avec moi de travailler plus que moi, en fait. C'était pas possible. J'ai 3 enfants en bas âge. Si je veux tenir sur la longueur, je le sais très bien, les stats le montrent, il fallait que je puisse mettre des barrières très claires sur le montant de travail pour pouvoir tenir ce marathon qui est la vie, et l'entrepreneuriat notamment, parce que c'est dur l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai choisi ça, de travailler 4 jours par semaine. Aujourd'hui est un grand jour, j'enregistre, mais c'est le retour de congé maternité de Morgane, qui est mon bras droit. Elle a pris 6 mois. Je suis hyper fière d'avoir eu la possibilité de lui offrir 6 mois de congé payé à 100%, parce que tout le monde n'avait pas compris ça, mais à 100%. Et elle revient aujourd'hui tranquille, à son rythme. Là, c'est juste ce matin. Demain, ce sera peut-être la journée complète, on va voir.
pour qu'elle puisse être avec son bébé de manière sereine. Et elle, clairement, elle va pas travailler le vendredi. Elle va prendre son vendredi et pas être dispo et être avec son bébé. C'est génial. Moi, aujourd'hui, je peux un peu adapter mon temps de travail, mais par exemple, vous voyez, on est typiquement dans une journée où cet après-midi, il faut que j'emmène ma fille chez le médecin parce qu'elle a potentiellement une otite. Bah, je vais pas travailler pendant 2 heures, là, le temps de faire l'aller-retour, de revenir. Bon, bah, ces 2 heures-là, je peux les reprendre le vendredi. C'est pas grave, en fait. Vraiment, j'ai vu ce vendredi off comme ma variable d'ajustement et c'est le cas un peu pour tout le monde. Et parfois, il y en a, elles ont envie de travailler le vendredi, de faire leurs petits trucs qui manquent et pour être sereine, et ben, chacun est aussi en autonomie. Mais en tout cas, tout le monde est payé à 100%, c'est sûr. Et les 2 freelances que j'ai, elles sont payées tous les mois la même chose, mais peu importe si elles sont en vacances ou pas, parce qu'on coupe quand même le mois d'août et je paye quand même le mois d'août, même si on n'a pas travaillé en tant que freelance, parce que j'estime que c'est normal. Et je trouve parfois que le droit du travail français, il n'est pas très adapté aux nouvelles façons de faire de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et c'est pas évident de jouer avec les règles alors qu'on veut faire le bien-être au travail. C'est pas toujours hyper simple. Question suivante. Est-ce que tu t'es rendu compte, c'est Amélie qui me pose, une autre Amélie. Est-ce que tu t'es rendu compte pendant ta matrescence des changements qui s'opéraient en toi? Très bonne question. Oui, pour ma première, clairement, sinon ce podcast n'existerait pas, puisque j'ai tout de suite capté qu'il y avait un truc qui avait changé. Il y a eu un avant-après monstrueux, je le dis tout le temps, mais j'ai eu ma fille en septembre 2017, ma première. La veille d'accoucher, je disais encore à mon mari, c'est mort, elle dormira pas avec nous, elle dormira dans sa chambre, loin. Je suis pas sûre d'allaiter, on verra, je vais essayer. Elle est née. Au bout de 2 heures, je dis à mon mari, c'est mort. Elle dort pas loin de moi, c'est-à-dire qu'elle dort même pas ailleurs que sur moi. Donc dis-toi que le changement, il était très violent. Et notamment, je me souviens, 3 semaines après avoir accouché, on était chez nous. Et mon mari, il était un peu gêné par les bruits de notre fille à l'époque. Aujourd'hui, il dit plus ça, mais il voulait qu'on la remette dans sa chambre. Et j'étais, mais quand il m'a dit ça, je me suis effondrée par terre en pleurant. J'ai l'impression qu'on m'arrachait le ventre. Et je lui dis, mais c'est mort. Elle ira pas dormir ailleurs. J'ai l'impression que tu m'arraches une partie de moi. Donc j'ai senti cette violence du changement d'état que j'avais, de me dire, mais j'ai un bébé. C'est même pas envisageable qu'il soit loin de moi, en fait. Il y a eu vraiment cet attachement très fort à elle qui a été fait. Et donc, c'était ça, la matrescence. Et c'est ce moment-là où je me disais, mais je sais que c'est ce moment-là où je me dis, mais je suis folle, qu'est-ce qui m'arrive? Et 3 semaines après, c'est là où j'ai trouvé le mot, la matrescence. Et c'est ce moment-là où je me dis, oh, merci, en fait, je suis normale, tout va bien. C'est dur, mais tout va bien. Et ça a duré plusieurs mois, ce changement, jusqu'à ce que j'ai ma deuxième fille, puis ma troisième fille. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, je pense que ma dernière, elle a 4 ans, je suis sortie de ma matrescence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus dans mon changement d'identité, je sais absolument qui je suis. Je suis une mère de 3 enfants, mais je suis autre chose aussi. Mais il m'a fallu 8 ans, enfin même bientôt 9 ans, ma grande elle va avoir 9 ans, parce que j'ai enchaîné les grossesses, parce que ça prend du temps de se réajuster. Chaque enfant demande un réajustement, de nouvelle organisation. Et c'est pas pour rien que j'ai créé une formation sur la gestion du temps, parce que vraiment, à chaque fois, c'était chamboulé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation d'être sortie de ma phase de matrescence et de me dire, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, je sais comment je vais, je sais ce que je veux, et je vais bien. Et tout va bien, et je m'accommode de cette matrescence, et c'est-à-dire que ça fait partie entièrement de moi, mais ça ne me consume plus comme ça l'a fait au début de ma maternité, et je suis en paix avec cette partie-là de moi. Et c'est hyper agréable. Donc accrochez-vous si vous êtes dans cette partie de chamboulement intense, c'est normal. Il y a un moment où vous vous retrouverez, je vous jure, ça arrive, ce moment, ça prend du temps, et on n'est pas habitué à ça. Ça prend du temps, c'est normal, et ça va arriver, je vous promets. Et si c'est pas le cas, encore une fois, si vos changements ils sont trop forts, si vous allez trop mal, sollicitez de l'aide d'un professionnel, une professionnelle de santé. Vraiment, il n'y a aucune honte à faire ça. À aucun moment, il y a une honte de solliciter de l'aide, vraiment. Moi, j'ai pris des médicaments et tout va bien, en fait. Donc, faites-le. Question suivante. J'ai hésité à répondre à cette question et je pense qu'elle est importante. As-tu tissé des liens aussi facilement avec tous tes enfants? Parfois, c'est compliqué. Je trouve cette question très belle et très intéressante. J'ai hésité parce que c'est le cas. Et que je veux pas faire de la peine à une de mes filles avec qui ça a été le cas, mais elle le sait en vrai, et elle le saura toute sa vie. J'ai eu un problème d'attachement avec une de mes filles, pas au début du tout, après.
quand est arrivée la séparation et ça s'est énormément ressenti et vous voyez, c'était il y a 4 ans, ça m'émeut encore un peu et j'ai travaillé très dur pour, retrouver cet attachement à ma fille parce que c'était pas de sa faute du tout. Mais n'empêche qu'il y a eu une cassure dans l'attachement entre elle et moi et c'était pas simple et ça a été dur, et ça a généré beaucoup de souffrance, de son côté surtout, du mien évidemment. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je l'ai entendu dire, «Moi, ma préférée, c'est maman» et je vous assure que ça aurait pas été le cas il y a 4 ans. Donc je suis très fière d'avoir travaillé sur ça, d'avoir essayé de le faire. Je pense qu'un jour, je ferai un épisode sur ça, heu, pour réexpliquer aux parents ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, ce que c'est du point de vue du parent qui vit ça. Parce que franchement, je pensais pas que ça m'arriverait un jour et heureusement que je connaissais la théorie de l'attachement, heureusement que je savais ce qui se passait, heureusement que j'ai énormément été accompagnée en thérapie pour aider à ça. Ma psy, elle a été clé, vraiment, elle a été clé dans ma capacité à refaire lien avec ma fille, avec mon enfant, parce que ça aurait pu avoir des graves conséquences sur le long terme. Ça en aura sûrement, mais je saurais lui expliquer, je saurais qu'elle puisse comprendre d'où ça vient, ce qui s'est passé et comment on peut faire ensemble pour y arriver et on le fait déjà, hein. Mais c'était pas elle la responsable de cet attachement, c'était moi, et c'était mon rôle de réparer ça, même si c'était très dur. Donc merci pour cette question, j'espère que ça vous fera déculpabiliser si vous ressentez ça, parce que ça arrive à plein de gens, mais par contre on ne doit pas rester, passive ou passif si vous êtes un papa. On est responsable de cet attachement, c'est à nous de le faire, vraiment. On le doit à nos enfants. Est-ce que tu donnes des conseils à tes proches sur la parentalité? Je sais pas, peut-être. J'essaye de pas trop le faire parce qu'en vrai, même si j'ai beaucoup d'informations, je suis pas pro de la parentalité. Quand on me pose des questions, évidemment que j'y réponds, mais je crois pas que je vienne, donner des conseils non sollicités. Si vous êtes un proche à moi, et dites-le moi. Je fais attention quand même, même si parfois ça me brûle les lèvres sûrement, mais non, je crois pas faire ça. Je me trompe peut-être, hein, je suis peut-être grave dans le déni, mais je crois pas. Mais évidemment, j'ai des potes qui viennent me poser des questions ou en discutant, hein, quand on discute de manière, informelle, je peux dire: «Bah, voilà, il y a eu cette étude qui est sortie, je sais que tel psy dit ça». En fait, je fais toujours mon rôle de journaliste, c'est-à-dire que j'apporte l'information que j'ai eue pour aider. Mais, mais sinon, j'essaye de pas le faire. Enfin, vraiment, c'est pas ma place, en fait. Bon, après, vous m'avez fait plein de compliments, donc merci, hein, genre bravo pour l'évolution, pro du podcast, hem, juste merci de ce que tu fais, c'est hyper intéressant. Donc merci, ça fait toujours plaisir, à lire. Merci d'être si franche sur les loupés, le SPM, les pétages de plomb, ça déculpabilise un peu. Effectivement, j'essaye le plus possible, hein, de vous dire la vérité et de pas vous dire que je fais les choses parfaitement et que moi, je suis toujours calme et que j'accueille toutes les émotions de manière simple. Non, personne fait ça, en fait, c'est pas possible. Question. Attends, j'en avais une qui était trop bien. Ah si, j'adore celle-là. Lara qui dit: «Tu dirais quoi à la Clémentine d'il y a 3 ans?» Je sais pas si tu as choisi exprès le 3 ans, mais c'est un moment charnière dans ma vie à 3 ans, puisque c'est à peu près le moment où on s'est remis ensemble avec mon mari. Heu et qu'est-ce que je lui dirais? C'était un moment hyper intense, joyeux, un grand moment de soulagement pour moi, hein, quand même, parce qu'au fond, c'est ce que je voulais, qu'on se remette ensemble, mais un grand moment de peur, de saut dans le vide, de se dire: «Bah, qu'est-ce qui va se passer?» On n'a pas le droit à l'erreur une deuxième fois, en fait. On a fait du mal à nos enfants quand même, on peut pas une deuxième fois se séparer, donc il va falloir, ensemble, construire une deuxième vie de famille qui va pas ressembler à la première. Donc qu'est-ce que je dirais à la Clémentine d'il y a 3 ans? Crois en toi, bosse sur toi, continue de bosser sur toi, priorise ton sommeil, c'est la base, vraiment. Tu es encore dans le dur et je t'assure que la lumière, elle va être magnifique au bout du tunnel. Ne te décourage pas, tu vas avoir envie d'abandonner plusieurs fois pendant ces 3 prochaines années, mais ne le fais pas. Je sais qu'on dit souvent aux femmes, qu'il faut pas qu'elles souffrent, tout ça, je sais.
Mais la réalité est plus complexe, c'est qu'on a des enfants, on aime des gens qui sont imparfaits, qui ont été élevés dans un monde patriarcal, donc ils font avec aussi les outils qu'ils ont. Et parfois, c'était mon choix de dire, c'était un peu de souffrance, ou parfois beaucoup de souffrance, mais je suis OK avec et je préfère ça qu'à être sans mon mari, en fait. Et aujourd'hui, il y a plus de souffrance, donc tout va bien. Mais ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Et je pense qu'il y a 3 ans, je me disais que ça allait se faire en un claquement de doigts. Et ça a sûrement été ça qui a été un peu difficile à encaisser. Ouh, je parle beaucoup de choses que je m'étais dit dont je parlerais pas, mais c'est pas grave. J'aime bien le faire aussi. Allez, je prends une dernière question pour cet épisode et merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes là. Lara, elle avait des bonnes questions parce qu'elle m'avait aussi posé quel est l'épisode solo que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas encore. Notamment, je l'ai dit, mais je pense celui sur d'avoir rompu le lien d'attachement avec un de mes enfants. C'est un épisode difficile parce que ça concerne mon enfant et aussi parce qu'il y a beaucoup de honte de ma part. Mais je pense que je le ferai parce que je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ça. Alors, j'en prends une dernière. Quel est ton rapport aux activités extrascolaires de tes enfants? Nombre, choix, performance? Très bonne question. J'ai 3 enfants. Ça peut très vite monter. Alors nous, j'ai été très marquée par l'épisode que j'avais enregistré avec Isabelle Roskam, qui est chercheuse belge sur le burn-out parental avec Moira. Pardon, j'ai du mal à dire son nom de famille. Vladisvac. Je sais que je l'ai sabré, donc mes excuses à Moira, qui est la chercheuse avec qui elle a fait toutes ses recherches sur le burn-out parental. Et dans l'épisode, elle disait que souvent, elle voyait des parents arriver qui avaient trop d'activités extrascolaires pour leurs enfants. Et je crois qu'Isabelle, elle a 5 enfants, Isabelle Roskam. Et donc, elle disait, moi, mes enfants, c'est une activité et c'est tout, quoi, en fait. Sinon, on passe notre vie à les amener, on est cramé, on s'en sort plus. Et donc, nous, on s'est dit 1 à 2 activités par enfant. On en a 3, donc c'est peut-être pour ça. Et j'en ferai pas plus. Ma grande, là, en ce moment, elle voudrait faire du piano, du solfège, de la danse et du dessin pour la rentrée. Je lui dis, là, c'est mort, c'est pas possible. Je t'emmène pas à 4 activités, à moins que tu y ailles de manière autonome. Parce qu'il y a des activités, elle peut y aller en vélo. Et je pense que c'est un des problèmes de notre génération, c'est que nos enfants ne sont pas autonomes dehors pour plein de raisons. J'ai déjà fait un épisode dessus. Moi, j'essaie de leur apprendre au maximum à être autonomes dehors. J'habite dans un environnement qui est possible, qui le permet. Donc vraiment aucune culpabilité si vous ne le pouvez pas. Mais moi, c'est possible. Je suis dans des quartiers résidentiels. Donc elle a son vélo. Et par exemple, l'école de musique, elle serait capable d'y aller en vélo toute seule. Le dessin, elle y va déjà toute seule. Elle y va tous les mercredis seule et elle revient seule. Ou des fois, elle est avec une copine. Mais elle est avec son vélo. C'est à 1,5 km. Et sans souci, elle le fait. Donc déjà, ça m'enlève une charge. Elle fait de l'UCEP aussi. Donc l'UCEP, c'est la chance aussi, encore une fois, d'avoir une école publique qui propose ça. C'est pas le cas de toutes les écoles et ça devrait tellement être le cas et ça m'énerve que ce soit le pas. L'UCEP, c'est le sport scolaire à l'intérieur de l'école. Donc le vendredi à 16h30, il y a un des professeurs enseignants de l'école qui prend les élèves et qui les garde pendant 1h30, leur fait faire du sport. Nous, les parents, parfois, on participe, on encadre, ce que je fais aussi. Mais du coup, j'ai pas à l'amener quelque part, j'ai pas à la gérer et elle peut faire du sport de cette manière-là. Et après, on dit OK pour amener à une activité par semaine pour chaque enfant et c'est ce qu'on fait. Donc, vous voyez, on trouve un micmac entre si vous voulez faire des activités, il faut être autonome. Alors, ma fille qui a 9 ans, bien sûr, c'est possible. Les autres, on fait différemment, mais elles sont plus petites, donc elles vont pas en faire plus. Et on gère de cette manière-là. Et je trouve que c'est une bonne façon de le faire. On a aussi fait quelque chose dans notre organisation, c'est que, en tout cas, à la rentrée, les 2 grandes iront au centre le matin, qui est juste à côté de chez nous, le centre aéré. Et l'après-midi, elles vont aux activités extrascolaires. Donc, soit c'est mes beaux-parents, mes parents, mon mari ou moi, on se relaye, en fait. Moi, je fais un mercredi toutes les 8 semaines. Et du coup, on garde soit l'après-midi, soit on les emmène aux activités. Enfin, on se débrouille. On essaie de faire marcher notre village autour de nous. Donc, les grands-parents, mon mari et moi, on est flexibles. Donc, on a créé ce type d'organisation un peu hybride. Et je trouve que ça fonctionne bien parce qu'elles ne font pas tout le mercredi au centre. Elles sont contentes d'y aller le matin, voir les copains et copines et faire des activités. Et nous, on est contents de les voir l'après-midi. Voilà, à peu près dans mon orga, ce que je peux dire sur les activités extrascolaires. Mais encore une fois, ne vous imposez pas trop de choses si ça vous mène au burn-out. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Et vous ne serez pas un moins bon parent parce que vous n'offrez pas 50 activités à votre enfant. Vraiment, je le pense sincèrement. Nos enfants, ils ont besoin d'autonomie. Ils ont besoin de jouer. Et puis, il y a d'autres choses qu'ils feront au fur et à mesure. Ce n'est que mon avis. Faites que vous voulez avec.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. J'adore en fait. Je trouve que c'est toujours agréable comme exercice. Donc je réfléchis à mes prochains épisodes solo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer des DM, des choses qui vous intéresseraient d'écouter. Je le fais avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Toujours, je le dis, mais vraiment sincèrement, prenez soin de vous. À très vite, à vendredi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncle, tante, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose, partager ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.